Ça y est, j'y suis. Bonjour à tous, Christelle Marquet, je suis cardiologue ici, plus spécialisée en rythmologie et encore plus super spécialisée dans les implantations des pacemakers et des défibrillateurs. On m'a demandé de vous parler un petit peu qu'est-ce qu'un PES, qu'est-ce qu'un DEF, un peu les différences entre les deux. Donc j'ai fait une petite présentation un peu synthétique en essayant d'aborder des points un peu théoriques pour comprendre la différence entre les deux et des aspects un peu pratiques. Et puis j'espère qu'on aura un petit peu de temps pour que je puisse éventuellement répondre à vos questions. Donc la première chose dont on va parler, c'est les stimulateurs cardiaques, donc les pacemakers. On implante des pacemakers dans le monde depuis 1959, donc on a une petite expérience. Un pacemaker, c'est quoi? C'est un appareil qui est capable de surveiller le rythme cardiaque du cœur et de le stimuler si sa fréquence cardiaque, on la trouve inférieure à une certaine valeur. Donc en gros, ça s'adresse à des gens qui ont un cœur trop lent. Et c'est à eux qu'on va proposer des stimulateurs cardiaques. Donc, dans les indications de pacemaker, on retient donc les troubles de conduction, c'est-à-dire quand le cœur est trop lent, entraînant des bradycardies symptomatiques sans cause aiguë réversible. Pourquoi je précise? Parce qu'il y a des situations où on peut être trop lent alors que ce soit réversible, exemple une hypothermie profonde ou un infarctus en phase aiguë. Et à ce moment-là, il faut traiter la cause et il n'y a pas besoin de stimulateur cardiaque. Ou alors un électrocardiogramme pathologique faisant craindre des bradycardies graves. Donc, un stimulateur cardiaque, c'est quoi? C'est un boîtier et des sondes. Donc là, vous avez sur la partie droite l'antériorité de la taille des boîtiers depuis les années 50 jusqu'aux années actuelles par rapport à un truc un peu vieux qui est une petite boîte d'allumettes. Donc un stimulateur cardiaque, c'est avant tout un boîtier dans lequel il y a une batterie qui occupe quasiment 90% du volume du boîtier, et le reste c'est un petit peu d'ingénierie et d'informatique et des sondes. Les sondes, c'est comme des fils électriques qui vont relier le boîtier à l'intérieur des cavités cardiaques. Là, je vous ai mis un petit tracé où on voit que le cœur est un peu lent. Alors, je vous ai ramené du matériel pour vous donner un peu une idée. Un stimulateur cardiaque, en gros, ça a cette taille-là, à peu près. Et une sonde de pacemaker, ça ressemble à ça. C'est une espèce de fil électrique dans lequel il y a deux électrodes au bout qui vont permettre de détecter, de stimuler. Il y a un fil métallique à l'intérieur qui est un fil conducteur. Et autour, il y a un isolant pour que l'électricité soit bien diffusée au niveau du cœur et pas ailleurs. Alors, comment on met ça? Donc, le stimulateur cardiaque, là, je vous ai représenté donc, une image. On voit le stimulateur cardiaque qui est là sous la clavicule gauche. On emprunte les veines, on met les fils, le petit fil, les sondes dans les veines, et on arrive jusque dans l'oreillette, dans le ventricule, et on verra qu'on peut mettre une sonde, deux sondes ou trois sondes. Alors, on n'a pas de temps pour que je puisse vous détailler pourquoi on en met une, deux ou trois, mais il y a des situations cliniques qui font que on peut être amené à stimuler l'oreillette, le ventricule, les deux, synchroniser les deux, voire même on va mettre deux sondes ventriculaires pour synchroniser les deux ventricules. Donc c'est des indications un petit peu différentes, mais globalement ça revient à peu près au même. Et le stimulateur cardiaque, on le met ici sous la peau. Là vous avez à droite une radio de thorax, on voit bien le boîtier, les sondes qui rentrent ici dans les veines, qui prennent un trajet naturel pour arriver jusque dans l'oreillette et dans le ventricule. Donc, un stimulateur cardiaque, ça se met la plupart du temps sous anesthésie locale, puisqu'en fait, la seule chose qui fait mal, c'est la bore ici sous la peau, sur une cicatrice de 3-4 cm. On peut être amené à faire de l'anesthésie générale chez les enfants ou chez les gens très âgés qui sont par exemple déments avec qui on ne peut pas communiquer. Effectivement, l'anesthésie locale, ça se conçoit que sur des gens calmes. On peut être amené aussi, je vous ai dit, les stimulateurs cardiaques, c'est pour les gens dont le cœur est lent. Il y a quelques indications un peu particulières, d'indications dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, où dans ces cas-là, le stimulateur cardiaque va nous servir à resynchroniser les deux ventricules. Donc, dans ces cas-là, on a des stimulateurs cardiaques avec 3 sondes. Comment on suit un patient qui a un stimulateur cardiaque? On le suit en consultation et en fait, pour communiquer avec le stimulateur cardiaque et pour régler le stimulateur cardiaque, on a des ordinateurs qu'on appelle des programmateurs. On met une espèce de tête de télémétrie sur le boîtier et on communique avec l'appareil. On peut comme ça récupérer les infos qu'il y a dans l'appareil et également modifier les réglages de l'appareil si on en a besoin. Chaque patient qui a un stimulateur cardiaque doit avoir un carnet, c'est un peu la carte d'identité de son stimulateur cardiaque, dans lequel il y a indiqué la marque du stimulateur, le nom de sonde, le réglage et surtout le centre implanteur.
ce qui permet, si le patient est hospitalisé ailleurs, de se retourner vers le centre implanteur si on a besoin de détails concernant ce stimulateur cardiaque. Donc la durée de vie du boîtier, c'est à peu près entre 8 et 15 ans. Alors pourquoi autant de différences? Ça dépend l'énergie qu'on utilise pour stimuler. Et donc c'est pour ça que ça peut être plus ou moins long. Ça dépend aussi si on stimule sur une sonde, 2 sondes ou 3 sondes, puisque si on tire de l'énergie sur 3 sondes, on va consommer plus d'énergie que si on tire sur une seule sonde. On parlera un petit peu d'IRM compatibilité. On implante aujourd'hui du matériel qui est IRM compatible. On y reviendra à la fin. Qui dit IRM compatible? Alors pourquoi? Parce que jusqu'à il y a 10 ans en arrière, tout le matériel, comme c'est du métal, c'était non IRM compatible. Évidemment, c'est embêtant parce qu'on a de plus en plus de gens qui ont des stimulateurs cardiaques et de plus en plus d'indications d'IRM. Donc les constructeurs ont modifié un peu leurs appareils pour que les sondes et les boîtiers soient IRM compatibles. Mais c'est les deux ensemble. C'est-à-dire que si on a des vieilles sondes non IRM compatibles, même si on a un nouveau boîtier, l'ensemble n'est pas IRM compatible. Et puis on verra que l'IRM compatibilité, en fait, ça ne veut pas dire je rentre dans l'IRM et je sors de l'IRM sans rien. Ça veut dire le patient est vu avant en cardio, on lui règle son stimulateur en IRM compatible, il va faire son IRM, on le revoit après pour le sortir de l'IRM compatibilité. Donc c'est encore un petit peu compliqué l'IRM compatibilité pour les prothèses. Un stimulateur cardiaque, ça coûte entre 2 000 et 3 500 €. C'est pareil, en fonction de simple, double, triple, la technologie n'est pas la même, donc le prix n'est pas tout à fait le même. Et quelles sont les pathologies un peu spécifiques liées au stimulateur cardiaque? En gros, c'est les problèmes de sondes qui, si on met des sondes qui durent 5-10 ans, vous voyez bien, c'est des fils électriques, hein, donc ça a des contraintes, donc ça peut se casser. Et quand les sondes se cassent, on peut rajouter des sondes, mais au bout d'un moment, on ne peut pas en rajouter 15 000, donc il va falloir les enlever. Et enlever les sondes qui sont dans le système vasculaire et dans le cœur du patient depuis 10 ans, ce n'est pas toujours simple. Et l'autre problème, ce sont les infections. Comme tout matériel étranger, c'est susceptible de s'infecter. Et le problème, c'est que c'est relié aux cavités cardiaques et les infections sont graves puisque ça peut donner des endocardites et c'est grévé d'une mortalité assez élevée. Alors ça, c'est le matériel actuel. Donc je vous rappelle, sonde et boîtier, ça c'est depuis 1950. Alors évidemment, on a réduit la sonde, on a réduit la taille du boîtier, on a amélioré la technologie des sondes, mais en gros, on était sur ce type de matériel. On a maintenant un nouveau matériel depuis à peu près 10 ans qui s'appelle le pacemaker sans sonde. Donc on a remplacé, vous voyez, l'ensemble sonde-boîtier par une petite capsule. Donc je vous fais le rapport de taille, ça contre ça, donc c'est pas mal. Comment ça se passe? Cette capsule, on va aller l'injecter directement dans le ventricule droit. Si vous regardez la radio de thorax de ce patient-là, en fait, vous voyez la petite capsule, elle est là. Et en fait, on la largue comment? On passe par voie veineuse fémorale. On a un gros cathéter qui va arriver dans l'oreillette droite. On va prendre le virage, on va basculer dans le ventricule droit et on va aller larguer la capsule complète. Et donc, il n'y a plus de sonde. Et il y a une seule capsule qui remplace la sonde et le boîtier de pacemaker. Ça fait à peu près 10 ans que cette technologie existe. La durée de vie de cette technologie, c'est à peu près entre 8 et 15 ans. Et ça, c'est pareil, ça dépend à quelle énergie on stimule et si le patient se sert tout le temps ou pas de son stimulateur cardiaque. Le coût, 7 000 €, pourquoi? C'est beaucoup de travail, beaucoup de technologie et donc forcément un prix qui est en rapport avec la recherche que ça a pu représenter. Alors, les indications sont restreintes. Pourquoi? Première chose, ce sont des stimulateurs cardiaques qui ne peuvent être implantés que dans des centres qui ont au moins la chirurgie thoracique parce que quand on les implante, il y a un risque de perforation cardiaque. Donc, il faut que ce soit un centre qui ait un chirurgien cardiaque qui puisse, ou un chirurgien thoracique, traiter le problème de cette complication-là. Deuxième chose, pour l'instant, comme ça a un coût élevé, c'est une technologie en voie de développement, les indications sont limitées par l'HAS aux patients à haut risque infectieux et aux patients qui ont des problèmes d'accès vasculaire au niveau des membres supérieurs. Et si vous regardez bien sur la radio de thorax du patient que j'ai là, qui est un de nos patients, il a un cathé de dialyse. En fait, c'est un patient qui est dialysé, qui a une fistule d'un côté, qui a un cathé de dialyse de l'autre. Donc, l'utilisation des veines en haut pour la stimulation cardiaque est compliquée. Et c'est typiquement un patient qui tire un énorme bénéfice de ce type de pacemaker parce que ça épargne le capital veineux en haut et ça diminue en plus que les risques infectieux. Et pourquoi les indications sont restreintes? Parce que le prix est élevé. Hein, vous voyez, ça coûte quasiment 2 fois le prix d'un PES normal.
Et donc, pour l'instant, nos autorités souhaiteraient qu'on n'en implante pas trop, sachant que c'est toujours pareil, si finalement on a de moins de complications, les complications coûtant extrêmement cher, ça sera probablement un appareil très rentable sur la durée. Donc, les avantages, pas de sonde. Qui dit pas de sonde qui se casse. Moins de risques infectieux, parce que ce qui génère les risques infectieux dans le stimulateur cardiaque, en particulier, c'est sa position sous la peau, alors que là, il est directement mis dans le ventricule droit, donc on n'a pas toute cette phase de cicatrisation où il y a un risque infectieux. Donc on a des risques infectieux qui sont quasiment nuls, c'est jamais nul, mais c'est quasiment nul. Les inconvénients, c'est que c'est un stimulateur qui ne peut que détecter et stimuler le ventricule. Vous voyez, dans les autres, je vous ai parlé simple, double, triple. Là, on n'a pas cette possibilité de faire de la resynchronisation entre les deux ventricules, etc. Donc,